Donc bonjour et bienvenue à ce webinaire du FC3R sur la thématique réduction de l'expérimentation animale, apport des banques de tissus et des bases de données. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir deux intervenants, Olivier Rento et Yann Hérault, qui vont nous présenter le rôle clé des ressources partagées pour réduire le recours à l'animal en recherche. Olivier Rento est directeur de recherche à l'INSERM, au Stem Cell and Brain Research Institute à Lyon. Après un doctorat et un parcours postdoctoral à Zurich, il a dirigé des équipes de recherche à Cambridge et à Zurich avant de rejoindre l'INSERM en 2014. Ses travaux portent sur la plasticité cérébrale, les cellules souches neurales et les mécanismes de réparation après lésion du système nerveux. Et il va donc nous présenter comment utiliser les banques de tissus et optimiser la quantification immunohistochimique pour réduire le recours aux animaux en recherche. On accueillera juste ensuite Yann Hérault, qui est directeur de recherche au CNRS. Il dirige l'Institut clinique de la souris et coordonne l'infrastructure nationale Selfedia pour la recherche animale. Et il va nous présenter aujourd'hui FAIR3R, un portail pour partager des données de la recherche préclinique. Et il sera pour cela accompagné, donc notamment pour la partie discussion-question, de Nathanaël Debanne, Hamid Méziane et Benoît Petit-Desmoulières. Donc, merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Et Olivier, si tu es prêt, je te laisse la parole. Bonjour à tous, enchanté de participer à ce webinaire. Merci pour l'invitation. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de partager une méthodologie qu'on a mis en place dans l'équipe il y a maintenant plus de 10 ans. Une méthodologie qui nous permet de constituer des banques de tissus, constituer des banques de tissus que nous allons pouvoir utiliser et réutiliser pour des quantifications immunohistochimiques. Sur des projets de plusieurs années, des projets qui évoluent, qui amènent de nouvelles questions et donc qui vont nous permettre de répondre à ces questions sur les mêmes animaux en faisant un échantillonnage homogène du cerveau des animaux pour effectuer des stainings sur ces mêmes tissus de façon séquentielle. Je vais présenter tout ça. Je vais notamment parler du sujet de thèse d'un étudiant de l'équipe qui aura pu effectuer comme ça la totalité des expériences de sa thèse à l'aide de ces tissus, de ces banques des tissus, sans générer de nouveaux animaux. Donc, je pense vraiment qu'il y a un potentiel pour ce type d'approche pour réduire l'usage des animaux en recherche en maximisant au maximum l'utilisation des sections effectuées sur des animaux perfusés. Donc, première diapo, c'est un peu pour illustrer ce dont on va parler, donc des immunomarquages sur des coupes de tissus, de coupes en 2D. On ne va pas parler de transparisation et de représentation 3D. On va parler plutôt des méthodes classiques d'immunomarquage et d'échantillonnage de nos régions d'intérêt. Donc une illustration ici avec un immunomarquage de cellules neuronales, de cellules astrocytaires et oligodendrocytaires qui nous permettent d'apprécier la complexité du tissu, la complexité du cerveau avec des densités cellulaires très différentes entre les régions qu'on observe. Donc ces protéines et ces immunomarquages pour nous permettre d'identifier les cellules, d'identifier aussi l'état fonctionnel dans lequel ces cellules se trouvent. On peut penser à Ki67 pour marquer les cellules en prolifération, marqueurs de stress, etc. Donc on a ici des informations sur les identités cellulaires, mais aussi sur leur état fonctionnel, comme je le disais. Donc, les quantifications, on en effectue pour la plupart tous dans nos équipes de recherche. C'est des quantifications qui vont nous permettre d'évaluer la réponse cellulaire à des pathologies, des manipulations expérimentales, des traitements, etc. Et pour ça, on va utiliser des sections de tissus qui sont pour la plupart du temps fixées au PFA et qui vont pouvoir être utilisés pour différents types de marquages. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler d'échantillonnage, comment échantillonner ces tissus pour avoir une représentation homogène du tissu, pour pouvoir répéter les immunomarquages sur le même animal. Je parlerai aussi de stockage et de conservation de tissus. Donc la méthodologie que nous utilisons dans le laboratoire, où on commence à avoir pas mal de recul, puisqu'on utilise des sections qui ont été produites maintenant il y a plusieurs années. Et puis, je prendrai quelques minutes aussi pour vous présenter
une méthodologie, un workflow de quantification semi-automatique qui nous permet d'aborder les questions biologiques d'une façon un peu différente, non pas en partant sur une région d'intérêt, mais en faisant une cartographie du cerveau entier pour pouvoir identifier la région d'intérêt que nous allons ensuite aborder d'une façon plus fine dans nos études. Donc, je vais commencer avec l'importance de l'échantillonnage pour des quantifications précises. Je vais prendre là l'illustration de la zone sous-ventriculaire, qui est une région germinale du cerveau postnatal sur laquelle nous avons travaillé de nombreuses années. Donc, cette région, cette zone sous-ventriculaire, on va la retrouver dans les parois du ventricule latéral. On y retrouve des cellules souches qui vont produire des neuroblastes qui migrent jusqu'au bulbe olfactif pour produire des neurones pendant toute la vie de l'animal. Cette région germinale, elle a une morphologie qui est assez particulière, hein, qui est assez tortueuse, assez compliquée. Et la distribution des cellules que l'on va voir tout le long de cette région germinale est elle aussi très complexe, hein. Ici, on a une représentation 3D des neuroblastes, des neurones nouveau-nés. On a ici une représentation de différentes populations de cellules souches, de cellules progénitrices de neurones excitateurs glutamatergiques qui vont exprimer TBR2 et cellules souches, cellules progénitrices qui vont générer des neurones inhibiteurs et qui vont exprimer le facteur de transcription d'ILEX2. Donc on peut voir que ces cellules sont présentes en plus ou moins grande quantité dans des régions bien précises de la zone sous-ventriculaire et tout ça va être à prendre en considération lors de quantification de ces différentes populations de cellules. Donc vous avez sur cette photo du cerveau de souris la localisation approximative du ventricule latéral, tout le long duquel nous allons retrouver la zone sous-ventriculaire. C'est une région qui est relativement étendue dans l'axe rostrocaudal, qui fait à peu près 4 mm. Donc, si nous faisons des sections de 50 micromètres, on va avoir besoin de 20 sections pour couvrir 1 mm de tissu. Et pour couvrir cette région germinale de 4 mm, nous allons avoir besoin de 80 sections. Alors, ce qu'on fait dans le laboratoire, c'est de collecter ces sections de façon sériée dans des plaques 12 ou 24 puits. Première section dans le premier puits, deuxième section dans le deuxième puits, etc., etc., jusqu'à la 12e section, la 13e étant placée à nouveau dans le premier puits. Cet échantillonnage va nous permettre, dans chaque puits de la plaque, d'avoir une représentation homogène de la région d'intérêt. Et nous allons pouvoir faire des échantillonnages à différentes fréquences. Si nous prenons une section sur 12, nous avons une section de 50 micromètres tous les 550 micromètres de tissu. Si nous prenons deux puits espacés de façon égale, nous allons avoir un échantillonnage avec une fréquence de 1 section sur 6, et donc une section de 50 micromètres tous les 250 micromètres. Donc, à l'aide de ces différents puits, nous pouvons adapter la fréquence de l'échantillonnage aux questions que nous allons poser en fonction de la fréquence, de la densité cellulaire, en fonction aussi de la taille de la région d'intérêt. Donc, une illustration de quantification effectuée grâce à ce type d'approche. Donc, nous sommes à nouveau dans le cerveau de la souris. Nous sommes en train de regarder le système ventriculaire, les ventricules latéraux, le long duquel nous allons retrouver nos cellules progénitrices. Et ces cellules progénitrices qui sont en prolifération, on peut les marquer grâce à ce marqueur, ici représenté à droite, qui est un KI67, un marqueur de prolifération. Donc, si nous prenons l'entièreté des sections, là, nous avons pris chaque section le long de l'axe rostro-caudal. Nous pouvons quantifier ces cellules Ki67 positives. Nous pouvons voir qu'elles sont rares en position plurirostrale, deviennent très abondantes juste avant le ventricule latéral et sont très abondantes aussi tout le long de ce ventricule latéral avec un léger gradient rostrocaudal. On peut voir aussi que la distribution de ces cellules est assez hétérogène, avec des pics, avec des vallées, et donc une distribution assez complexe tout le long du neuraxe. Ici, nous avons une représentation des quantifications effectuées si nous prenons la totalité des sections ou si nous prenons une section sur 2, une section sur 3, une section sur 4. Donc, la première quantification est
la quantification réelle, hein. Nous avons pris toutes les sections, nous avons quantifié 24 000 cellules le long du neuraxe. Si nous prenons une section sur 2, une section sur 3, une section sur 4, nous allons maintenant estimer le nombre de cellules. Nous voyons que cette estimation perd en qualité, évidemment, avec la fréquence d'échantillonnage. Donc, nous avons des estimations qui sont de moins en moins précises, qui sont de plus en plus aléatoires. Et tout ça va nous permettre de calculer le coefficient d'erreur, un coefficient d'erreur qui est directement lié à cet échantillonnage. Si nous prenons une section sur 5, nous voyons que ce coefficient d'erreur est de 5%, c'est-à-dire que 5% de la variabilité que nous allons voir dans nos quantifications sont dues à l'échantillonnage. Si nous allons maintenant prendre une section sur 10, nous voyons que ce coefficient d'erreur est maintenant égal à peu près 12%. Donc ça va avoir un effet direct sur nos quantifications et sur la précision de ces quantifications. Si nous attendons un effet biologique supérieur à 20%, un coefficient d'erreur de 0,1-0,12%, donc pardon, de 10 à 12% est tout à fait envisageable. Par contre, si nous attendons un effet biologique qui est plus subtil, nous allons vouloir augmenter l'échantillonnage pour faire diminuer ce coefficient d'erreur et ainsi avoir des quantifications plus précises. Donc, qu'est-ce qui se passe si l'échantillonnage n'est pas homogène? Là, ce que je veux représenter, c'est les biais qui vont être introduits dans nos quantifications si on utilise des sections qui ne sont pas distribuées de façon homogène le long du neuraxe, mais qui sont prises un peu au hasard le long de ce neuraxe. Donc, j'ai sélectionné 3 sections pour un groupe de données et 3 autres sections pour un deuxième groupe de données en les prenant de façon complètement aléatoire. On peut voir que ces 3 premières sections sont plutôt en position rostrale dans la zone sous-ventriculaire. Ces 3 autres sections sont plutôt en situation caudale. Et si je fais une moyenne du nombre de cellules en prolifération sur ces 3 sections rouges ou bleues, je peux voir que j'aboutis à un résultat qui est significatif, qui me dit que dans ces 2 quantifications pourtant issues du même animal, j'ai un nombre de cellules Ki67 par section qui est différent. Donc résultat significatif, mais évidemment erroné, évidemment faux, puisque l'échantillonnage n'est pas homogène. Et c'est le biais expérimental qui va induire cette différence significative. Donc, 2 messages importants pour cette première partie. Le premier message, c'est que la 3e dimension, qu'elle soit dorso-ventrale ou antéro-postérieure, d'une région d'intérêt doit être intégrée à toute quantification pour l'élaboration d'un schéma d'échantillonnage approprié. Notamment la fréquence d'échantillonnage est importante à prendre en considération pour des régions complexes ou des événements rares, puisque la précision d'une estimation va diminuer rapidement avec l'intervalle entre les coupes. Une illustration ici de la précision des quantifications que nous pouvons effectuer en prenant ces principes en compte. Donc ça, c'est une étude qu'on a publiée 13 ans, il y a 13 ans maintenant, où nous avons quantifié la population totale de cellules souches dans la zone sous-ventriculaire en utilisant d'autres marqueurs que ceux que j'ai présentés chez une souris âgée de 2 mois. Donc un échantillonnage de 1 section sur 6, travail effectué par Kazumazim, postdoc dans l'équipe, qui a estimé que la population totale de cellules souches était de 675 cellules, plus ou moins 72. Papier qui a été suivi par d'autres papiers, notamment ce papier qui montre avec une quantification exhaustive, donc 6 fois plus longue, que la population de cellules souches est effectivement, en termes de nombre de cellules, très proche, 700 cellules, plus ou moins 23 cellules. Donc tout ça pour dire qu'un échantillonnage homogène permet des quantifications précises. Ici, en ne comptant qu'une section sur 6, si l'échantillonnage est bon, on peut obtenir des chiffres qui sont très très proches de la réalité. Donc avec cette approche à base d'échantillonnage homogène et de collection des sections dans des puits, on a la possibilité de préserver le reste des sections, les sections qui n'ont pas été utilisées pour nos quantifications, et les réutiliser par la suite. Donc cette conservation, là on n'a pas réinventé la roue, hein, c'est des techniques de conservation qui sont connues depuis longtemps, puisque la première publication
qui fait référence de cette conservation des tissus à long terme. C'est cette publication de 1985 où ils ont proposé une solution cryoprotectrice pour préserver à long terme l'immunoactivité des peptides présents dans les sections, mais aussi la morphologie tissulaire. Donc, c'est une solution qui va permettre de congeler les tissus à moins 20 degrés, tout en évitant la formation de cristaux, donc en conservant l'intégrité structurelle des coupes, qui sont des coupes qui sont souvent des coupes flottantes, donc post-fixées au PFA, la réactivité antigénique pour les immunomarquages, et qui va permettre d'éviter toute formation d'artefacts, formation de cristaux, délamination, dégradation du tissu sur le long terme. La recette que nous utilisons dans l'équipe, je vous la montre ici. Donc, c'est une solution à base de glucose, d'éthylène glycol, hein, qui va permettre à la solution de ne pas se figer. L'utilisation d'un tampon phosphate et l'utilisation de sodium azide pour éviter toute contamination dans cette solution. Un retour sur expérience, la réactivité antigénique, elle est préservée, elle est absolument excellente pour un stockage de 2 à 3 mois. Un stockage de 3 à 12 mois pose absolument aucun problème et est utilisé en routine dans de nombreux laboratoires et on peut garder les sections plus d'un an, voire jusqu'à 10 ans. On a des sections qui ont une dizaine d'années maintenant dans le congélateur, qu'on a tendance à moins utiliser, mais qui seraient intéressantes pour aller tester justement l'activité antigénique sur des durées de temps très très importantes, donc supérieures à un an. La conservation est possible, elle fonctionne très bien, notamment pour des antigènes comme NEN, GFAPI, BA1, sans aucun problème. Et par contre, il peut y avoir une dégradation progressive de certains épitotes sensibles, notamment les phosphoprotéines. Donc voilà la banque de tissus que nous avons dans l'équipe. Donc un congélateur à moins 20, rempli jusqu'à ras-bord de plaques. Nous avons aussi un listing de ces plaques avec les conditions d'électroporation sur ces tissus. L'âge des tissus, la lignée de souris, l'âge des souris, mais aussi un listing complet des puits qui ont été effectués, avec en rouge les puits déjà utilisés pour différents types de marquages, BRDU, double cortine, GFF et Olictou, et en vert les puits qui sont encore disponibles pour effectuer des quantifications ultérieures. Donc maintenant, j'aimerais terminer en vous présentant une méthode de quantification semi-automatique qui a été mise au point dans l'équipe. C'est un workflow qui a été mis en place par ces trois personnes, Sébastien Cabrera, Nicolas Vachou et Stevenson Desmessières. Et le workflow est partagé sur bioRxiv. Donc, vous pouvez tous y accéder. Le workflow consiste à un alignement des sections sur un atlas de référence, qui est une étape manuelle, mais ensuite la quantification de ces cellules, des marqueurs qu'elles expriment, les études statistiques, mais aussi la représentation 3D de ces données vont être effectuées à l'aide de scripts qui permettent d'automatiser et d'accélérer un peu ce processus de quantification. Et je vais vous présenter un projet de l'équipe, qui est le projet de Nicolas Vachou, qui, comme je vous le disais, a été fait exclusivement à l'aide de sections qui étaient préservées dans une solution d'antifreeze. Donc, Nicolas s'est intéressé au lignage oligodendrocytaire. Le lignage oligodendrocytaire va pouvoir être identifié à l'aide de différents marqueurs. OLIG2 est un marqueur oligodendrocytaire qui va nous marquer les oligodendrocytes, tous les oligodendrocytes indépendamment de leur stade de maturité. Nous avons aussi utilisé CC1 qui est un marqueur d'oligodendrocytes nouvellement formés et GSTP qui est un marqueur d'oligodendrocytes myélinisants. Donc là, en combinant ces marqueurs 2 à 2, nous allons utiliser 4 puits de notre plaque de 12 puits, 2 puits pour une quantification OLIG2 CC1, 2 puits pour une quantification OLIG2 GSTP.
qui vont nous révéler non seulement les oligodendrocytes, mais leur état de maturation. Nous avons effectué cette quantification sur 10 animaux AP19. Nous avons ici une représentation de la densité de ces différentes populations cellulaires, OLIG2, CC1, GSTP. Nous pouvons voir leur distribution sur différentes sections rostrocaudales de l'animal. Nous avons aussi ici une validation manuelle des quantifications automatiques. Donc, vous pouvez voir que la corrélation entre les données obtenues de façon automatique ou de façon manuelle est très bonne. Donc, ces quantifications sont très précises. Nous avons aussi la possibilité de comparer des groupes d'animaux. Nous avons ici une comparaison entre des animaux contrôle qui ont été gardés dans un environnement normoxique, donc à 21% d'oxygène, avec des animaux hypoxiques. Le modèle d'hypoxie est un modèle de grande prématurité. Nous avons comparé le devenir des oligodendrocytes et la maturation des oligodendrocytes dans ce modèle de grande prématurité. En comparant ces groupes, on peut se rendre compte que si on compare ces deux groupes, une augmentation du nombre de cellules en conditions hypoxiques va apparaître en bleu, une diminution va apparaître en rouge. Au niveau de la population totale de oligodendrocytes, identifiée grâce au marqueur LIG2, nous n'avons pas de changement entre les deux groupes. Par contre, si on regarde les marqueurs de maturité, on peut voir que progressivement, nous avons un blocage de la maturation de ces oligodendrocytes avec un effet très marqué et de nombreuses régions significativement impactées par l'hypoxie pour le marqueur GSTP. Donc nous voyons aussi sur ces cartes une hétérogénéité, et une hétérogénéité qui nous a poussé à nous poser des questions sur les mécanismes qui induisent cette hétérogénéité, et donc des questions qui sont venues dans un deuxième temps. Donc, à nouveau, rien ne nous empêche de retourner sur les mêmes animaux, récupérer une troisième série de sections sur les plaques déjà utilisées pour effectuer un autre type de marquage. Et le type de marquage que nous avons effectué là est un marquage PCAM qui va nous permettre de révéler les vaisseaux présents dans le tissu et donc de tester l'hypothèse que cette régionalisation des effets que nous observons est due en fait à la vascularisation des régions observées. C'est quelque chose que nous avons fait grâce à ce marqueur PCAM1. À nouveau, nous avons fait des cartes de densité du marquage PK1, donc de la densité vasculaire dans ces différentes régions, et nous pouvons voir qu'une corrélation ici ne nous montre absolument rien. Donc cette hétérogénéité des effets observés sur le blocage de la maturation des oligodendrocytes après hypoxie n'est pas due à une vascularisation différentielle des régions observées. Donc, on peut aller plus loin avec ce type d'approche. On peut tester l'effet de traitement qui vise à récupérer une maturation normale des oligodendrocytes. Donc, nous avons une publication récente qui a été effectuée en collaboration avec Carlos Parras et son équipe à l'ICM à Paris. Une étude à laquelle nous avons eu le plaisir de participer avec nos modèles d'hypoxie. Donc, sans entrer dans les détails, nous avons utilisé une approche pharmacogénétique pour identifier des petites molécules qui sont capables d'induire une oligodendrogénèse et une maturation des oligodendrocytes. Nous en avons identifié deux, dont la leucovorine, dont je vais vous montrer les résultats maintenant. Notre modèle d'hypoxie, donc les animaux sont placés en hypoxie qui induisent ce blocage de maturation des oligodendrocytes, puis en sortie d'hypoxie vont être traités par une administration intranasale à l'aide de ces petites molécules. Et nous pouvons montrer que dans cette étude que la leucovorine, comme la diclonine, vont augmenter la spécification des cellules souches en cellules progénitrices d'oligodendrocytes, augmenter la prolifération de ces cellules, mais aussi leur différenciation et leur maturation. Et si nous reprenons ces animaux traités à l'aide de la leucovorine, nous pouvons voir que l'hypoxie induit un blocage de la maturation des oligodendrocytes avec de nombreuses régions affectées de façon significative, alors qu'un traitement à la leucovorine, lui, va tendre à un retour à la normale avec peu de régions du cerveau qui montrent un blocage de la maturation des oligodendrocytes. Donc, les conclusions de ce que je vous ai présenté, j'ai appuyé sur l'échantillonnage homogène qui est absolument indispensable pour garantir la précision des quantifications, qui permet aussi le stockage
des sections pour des immunomarquages ultérieurs, sections qui peuvent être stockées à -20 degrés pour de longues périodes de temps, plusieurs années, donc le temps d'un projet, voire de 2 projets. Je vous ai montré aussi cette méthode, ce workflow de comptage automatisé qui permet un alignement des sections sur un atlas de référence et une quantification à l'échelle de l'ensemble du cerveau. Et ça, je pense que c'est une méthode qui est importante puisqu'elle change un peu la façon dont on va poser les questions biologiques, puisqu'elle nous permet d'avoir une vue globale de l'effet euh, d'un traitement, d'une manipulation sur l'ensemble du cerveau, puis ensuite d'identifier les régions qui semblent être les plus affectées, donc qu'on va pouvoir étudier dans plus de détails. Et je vais m'arrêter là. Et je crois qu'il n'y a pas de questions tout de suite, mais plutôt à la fin, après la deuxième présentation. Donc merci pour votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Yann Héroux, je suis directeur de recherche au CNRS et je vous remercie, le FC3R, de m'avoir donné cette possibilité de vous présenter le résultat en fait, d'un projet qui a été financé par le FC3R, qui à l'époque s'appelait OpenBiox, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi, et qu'on a décidé de renommer FAIR3R. Et l'idée, c'est d'avoir un hub pour échanger les données, pouvoir les intégrer à nouveau, réutiliser toutes ces données fonctionnelles qu'on obtient sur les modèles animaux pour la biologie et la santé. Et ce portail, en fait, on l'a construit à 4, avec Nathanaël, qui est un informaticien, Hamid, qui est responsable de nos données, et Benoît, qui est responsable du département de phénotypage de l'ICS. Et l'idée, alors l'ICS, je ne sais pas, vous nous situez peut-être, on est localisé à côté de Strasbourg, dans le sud de Strasbourg, tout est relatif, et on est associé à l'infrastructure nationale Selfedia, pour les modèles en biologie et en santé. Et on est aussi associé à un effort international qui s'appelle International Mouse Phenotyping Consortium, et c'est une clé que je vais utiliser tout à l'heure. Donc l'idée, c'était d'utiliser 3 principes de base, en fait. Le premier, c'est que le savoir scientifique, c'est un atout stratégique qui peut permettre d'alimenter et d'accélérer la découverte scientifique. Ensuite, on se doit, et ça je ne vais pas trop vous faire la morale là-dessus, mais je pense que tous, on se doit d'avoir une utilisation responsable des modèles. Ça a bien été montré par Olivier juste avant. Donc on a besoin de ces animaux parce que c'est quand même essentiel pour comprendre certains mécanismes au niveau des organismes et aussi pour faciliter la translation vers l'humain, même s'il y a toujours des limites à nos modèles. Ensuite, on veut garantir l'accès à une science ouverte, c'est-à-dire promouvoir la transparence et un accès libre, si on peut dire, au savoir. Et ça, c'est soutenu par des initiatives nationales et internationales, dont lesquelles nos principaux organismes de recherche sont d'accord. Il y a bien sûr toujours une zone de gris, mais l'idée, c'est quand même que nos données que nous capturons dans nos laboratoires puissent être accessibles dans des centres de ressources avec une traçabilité. Et bien sûr, quand on travaille avec les animaux, qu'elles doivent s'aligner avec les 3 R et aussi répondre au principe d'être fair, c'est-à-dire trouvable, archivable, interprétable, réutilisable. Donc on a proposé ce projet parce qu'à l'ICLH, on pensait être bien positionné pour ce type d'analyse, puisqu'on a un certain savoir qu'on a accumulé avec le développement en interne de notre base de données, toutes nos données de phénotypage qui s'appelle Biox. C'est pour ça qu'on avait proposé le projet OpenBiox, qui a été financé par le FC3R. Et avec le soutien du FC3R, on voulait promouvoir en fait la possibilité de déposer les données de la recherche sur les animaux de manière à ce que ça puisse être réutilisé par d'autres chercheurs pour, par exemple, faire des calculs de puissance, déterminer des nouvelles conditions, voir avec les données ou les métadonnées si le raffinement de leur expérience, l'utilisation de nouveaux matériels allait pouvoir leur permettre d'atteindre des nouvelles informations. Et ça, on l'a aussi motivé par le fait qu'on est très appliqué dans l'IMPC. Et l'IMPC, l'utilisation des données dans l'IMPC nous a clairement montré que ça avait un intérêt pour de nombreux chercheurs. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Donc,
Consortium international de phénotypage de la souris, vous pouvez avoir accès en fait à tout un catalogue de fonctions des gènes mammifères qui est constitué par tous ces centres que vous voyez sur la petite carte ici, les points noirs là. Tous ces centres contribuent d'une même manière à essayer de comprendre la fonction des gènes chez la souris. Et tout ça, c'est accessible sur mousephenotype.org. Et vous pouvez avoir accès non seulement aux modèles animaux, mais également à toutes les données qui ont été capturées sur ces modèles. Et l'idée, c'était de délivrer effectivement un catalogue fonctionnel et d'avoir le maximum de knockouts. C'était des knockouts qu'on a visés. Et actuellement, on a à peu près 9200 gènes qui sont phénotypés. Ça va continuer de s'enrichir. Toutes les données sont accessibles gratuitement à la communauté scientifique, même avant qu'il y ait des publications. Et tous les mutants, bien sûr, souris, sont disponibles pour la recherche. C'est vraiment basé sur les principes de sciences ouvertes et 3R, parce qu'on a bien sûr, au fur et à mesure de ces études, qui ont commencé dans les années 2011 et qui sont encore actuellement, raffiné nos principes, réduit le nombre d'animaux expérimentés, utilisés dans nos expériences, de manière à toujours quand même à détecter, quand ils existent, des changements biologiques significatifs. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde l'utilisation de l'IMPC actuellement en termes de publications. Alors, il y a 127 publications du consortium, ce qui est déjà pas mal, hein, pour une 1300, c'est des grosses publications, hein, vous en avez peut-être vu certaines. Bon, on a montré, par exemple, que le sexe est une variable biologique qu'il fallait à tout prix prendre, hein, dans les années 2014, hein, à l'époque où c'était pas trop considéré. On a montré aussi qu'un tiers, en gros 30% des modèles d'inactivation génique conduisaient à des défauts de développement embryonnaire chez les knockouts homozygotes. Et on a montré aussi que les hétérozygotes de ces knockouts homozygotes embryoniques létaux conduisaient à des phénotypes aussi intéressants. Et tout ça, c'est repris, parce que ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas les 127 publications du consortium, mais c'est aussi les 8279 publications reconnues à ce jour qui ont utilisé des ressources de l'IMPC pour faire des nouvelles recherches et utiliser ce savoir pour faire autre chose. Et c'est quelque chose qui est dans le vent, en fait, hein, ce partage des données. Il y a même le consortium australien Phenomics, hein, qui s'est engagé dans la mise en place d'un système pour faciliter la réutilisation des données de recherche dans le domaine médical et de santé, biomédical et santé. Donc ça, c'est tout récent. Ça fait une semaine que ça a été publié sur LinkedIn. Donc voilà. Donc on voulait répondre, en fait, à ce type de besoin et aller au-delà de la ressource de l'IMPC actuellement. Parce qu'on aurait pu concevoir de dire, on va utiliser la ressource de l'IMPC, mais elle est très standardisée. Il y a un pipeline bien défini d'analyse fonctionnelle qui est réalisé dans les différents centres. Alors, il y a des légères variations, mais on ne peut pas englober tout. Il y a beaucoup de domaines fonctionnels qui manquent, il y a beaucoup de procédures qui restent en dehors de la couverture faite par l'IMPC. C'est très spécifique souris. Et puis, il y a ce problème de souveraineté, de sustainabilité à long terme, puisqu'on dépend que d'investissements étrangers, en particulier américains. Et dans ces temps actuels, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on arrive à le maintenir. Et donc, on a proposé, il y a déjà quelques années, je crois un peu plus de 2 ans et demi, le projet OpenBiox, et on a abouti à faire 3R pour essayer de combler ce gap qui existait et augmenter le type et la portée des données fonctionnelles qu'on peut mettre à disposition, en intégrant aussi d'autres organismes modèles, et tout en gardant effectivement à l'esprit de garder le côté éthique, l'ouverture, la gouvernance soutenable à long terme, alignée avec le principe des 3R d'Open Science et le FAIR. Le FAIR, FAIR. Donc c'est ça qui nous a conduit à faire ce site de ressources qui s'appelle FAIR3R, qui est un modèle accessible pour partager et réutiliser les données fonctionnelles des modèles animaux dans la recherche médicale ou biomédicale. Donc en gros, la situation actuelle est celle-ci. On a effectivement, quand on fait des publications, maintenant la nécessité de mettre à disposition toutes les données qui nous ont permis de faire ces beaux graphiques, ces belles études, c'est de concevoir des nouvelles hypothèses ou de les invalider ou de les invalider. Et tout ça, ça doit être mis actuellement à disposition. Alors, il y a très peu de bases de données qui sont définies pour le préclinique et la clinique, mais ça existe. Et il y a pas mal de données qui sont conservées juste en interne, dans les laboratoires. Donc, c'est très bien, mais on n'a pas forcément accès à ça. Et on n'a pas forcément accès à ces données pour pouvoir reformuler des nouvelles hypothèses
ce que l'on voit ici, et pouvoir redéfinir des protocoles d'études. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire, de manière à pouvoir à donner accès à ces données, mais pas seulement aux données, il nous faut aussi le contexte dans lequel ces données ont été capturées, donc ce qu'on appelle les métadonnées, plus les protocoles, pour que les gens puissent bien comprendre ce qui a été fait et puissent les réutiliser, les réanalyser dans leurs études. Donc, il y a preclinical.eu qui fait déjà le lien avec les hypothèses et les protocoles. Il y a des publications, bien sûr, et puis il y a les short notes que a développé le FC3R qui permettent de répondre à une partie à cette partie-là du schéma. Donc nous, on s'est aussi intéressé beaucoup aux métadonnées parce que non seulement il faut avoir des données de qualité, mais il faut aussi avoir les métadonnées qui nous permettent de comprendre dans quel contexte, avec quels équipements, par exemple, dans quel contexte ces informations ont été collectées. Et je mentionnerai juste ce commentaire qu'actuellement, sans avoir des données standards bien définies, on peut difficilement comprendre comment on peut arriver à des données FAIR, qui soient réinterprétables. On a aussi besoin d'avoir les protocoles et peut-être d'autres ressources pour faire des liens quand on a des protocoles un peu plus sophistiqués. Donc le portail, tel que l'on l'a imaginé, il est fait pour ça, pour les mettre en connexion tous ensemble, pour les rendre accessibles, et pour que tout le monde puisse les utiliser dans le contexte FAIR. Donc l'idée à la fin, c'est bien sûr de pouvoir partager non seulement des résultats positifs, mais aussi des résultats négatifs avec la communauté scientifique. Ça a un impact direct sur la réduction du nombre d'animaux utilisés en recherche. De partager aussi les résultats les résultats bruts qu'on obtient avant qu'elles soient réinterprétées dans nos analyses statistiques. Et de pouvoir faire aussi, de pouvoir stimuler l'interaction scientifique, où on peut utiliser aussi ce portail pour échanger des données avant qu'elles soient publiables, avant qu'elles soient même publiées. Et bien sûr, on peut aussi faire des liens avec d'autres centres de ressources, lier nos données entre guillemets, de phénotypage avec les données qui seraient obtenues dans des contextes d'autres omics, de transcriptomiques, des essais précliniques, etc. Donc c'est un peu ambitieux, mais c'est ce qu'on a réussi à faire avec un système assez simple. Donc on s'est basé sur le fait qu'on avait besoin de données structurées, de métadonnées, peut-être d'une période de licence, d'une licence, en tout cas d'un niveau de diffusion, et d'une période d'embargo, d'une politique claire des données, de capacité de stockage, et d'être bien sûr incitatif. Ça, c'est des choses qu'il faudra qu'on continue de développer. Donc on s'est adressé à plusieurs types de personnes, et on a commencé à développer ces templates pour partager les données et les protocoles, les métadonnées, comment les définir, et ça, ce sont des choses sur lesquelles on continue de travailler. Et bien sûr, on est en train de définir clairement les guidelines qui nous permettront de mettre à disposition ces données tout en les rendant, comment dire, on puisse les remercier les personnes qui les ont déposées, par exemple. Et avoir des données des temps d'embargo, ne pas laisser des données complètement libres avant publication, etc., etc. Donc on en est encore dans ces étapes-là, et on doit discuter avec les instituts, avec nos organismes, pour intégrer ce type de politique et intégrer ça aussi au plan de management des données qui nous sont de plus en plus demandés dans nos projets de recherche. Et après, il faudra qu'on cherche, bien sûr, de l'espace supplémentaire, qu'on soit encore incitatif pour que toutes ces données-là puissent effectivement être distribuées et accessibles. On peut quand même s'appuyer sur des choses qui existent déjà. Il y a eu dans les années 2000, 2006, des gros efforts faits pour Eumorphia, pour avoir des protocoles standards valorisés, validés dans la communauté scientifique du phénotypage de la souris. Il y a eu des dérivés comme l'IMPRESS qui sont les mêmes protocoles, mais cette fois-ci réutilisés dans le contexte de l'IMPC. Et puis pour les parties plus tardives, on peut bien sûr se reporter sur la politique de sciences ouvertes de l'Europe et de la France, et aussi sur le côté incitatif, en espérant que ce soit déployé en France également. Il y a des politiques très claires du NIH qui promeut la réutilisation, le dépôt et la réutilisation des données et qui s'en servent comme un élément d'évaluation des équipes de recherche. Je ne crois pas qu'on en soit là encore en France. Donc voilà, donc grâce à ces 4 personnes, on a pu développer, et en particulier grâce à l'input de Benoît, on s'est orienté vers un système relativement simple
qui est basé sur une technologie qui s'appelle SICAN, qui est un système qui est déployé dans le monde entier. C'est développé à partir de la communauté, c'est open source, c'est gratuit. On peut avoir des API qui permettent d'avoir accès aux données. Ça permet une sauvegarde interne ou externe des données, de faire des liens. Et bien sûr, en plus, il y a des compagnies privées qui peuvent aider au déploiement, mais ça, on n'a pas fait appel. Ou la mise en place, l'adaptation en fait de ce type de logiciel. Et nous, ce qu'on a développé, c'est ce portail faire3r.fr qui est actuellement ouvert, dans lequel il n'y a pas encore beaucoup de données, pour les raisons simples, c'est que ces données doivent être soit publiques, soit déjà publiées. Et donc là, on est un petit peu limité, mais il y a des données qui vont arriver dans le portail. Il y a les données qui sont d'abord capturées à l'ICS dans le cadre de programmes internationaux. Donc, on a fait un exemple avec cette mutation, l'étude de ce gène EFT8D2 qui a été réalisée dans le cadre de l'IMPC. Donc, l'IMPC, les données sont accessibles. Et puis, on a aussi d'autres projets européens qu'on a conduits avec l'ICS qui ont donné des données qui vont être publiées récemment, enfin, dans les mois à venir, et qui vont aussi être déposées dans ce portail. Et on est en contact, bien sûr, avec tous les chercheurs, puisque non seulement c'est les données de l'ICS qui peuvent être accessibles ici directement, ou qui peuvent être accessibles ici directement, puis envoyées de manière confidentielle aux usagers quand on en fait la demande, mais on peut aussi accepter des données qui viennent de l'extérieur. Et comment ça se présente à la fin? Quand vous êtes à la recherche, par exemple, de ce projet EFTUD2, qui a un nom de code chez nous, P5279, c'est pas très facile, vous pouvez avoir accès à tous les documents en CSV, en fait, dans lesquels vous allez retrouver pour chaque individu, avec le génotype, son sexe, etc., et d'autres métadonnées que je vais vous défaire juste après, toutes les informations sur le poids, le phénotypage de dysmorphologie qui a été fait dans le cadre de l'IMPC, le test de champ ouvert, le test d'agrippement, le Sherpa, tel qu'il a été conduit, le Rotarod, etc., etc., l'échographie, en utilisant une version allégée de l'analyse VEVO. Et vous avez accès là aux données brutes. Alors si vous cliquez sur les données, d'abord vous pouvez tout télécharger si vous voulez, ensuite vous pouvez explorer les données et vous avez accès à, par exemple, si on va voir la réactivité au réflexe de sursaut et à l'inhibition par le prépulse, on a ici les données pour chaque individu, donc on a ici tous les individus, et on a aussi toutes les métadonnées qui ont été utilisées ou qui caractérisent la réalisation de l'expérience. Combien il y avait d'animaux par cage, quel était le nombre des décès, quel était le prépulse, etc., etc., etc. Donc vous avez ça, et puis bien sûr, vous avez les données qui sont les données numériques des variables que l'on a enregistrées. Et on a utilisé, en fait, pour le moment, toutes les métadonnées qu'on utilisait, nous, couramment, dans les portails, dans notre base de données interne, c'est-à-dire dans le BIOX, dans la base de données BIOX. Et donc ici, toutes les conditions expérimentales qui sont communes à cette expérience ici sont listées là, et vous allez les retrouver décrites avec les informations qui vont bien dans la base de données du portail FR3R. Et on attend à ce que les personnes qui remplissent ce type d'informations le fassent quand ils vont déposer leurs propres données. Donc en résumé, le portail FR3R, il est fonctionnel. Actuellement, il est vraiment fonctionnel pour les analyses chez la souris. Donc je vous invite à aller le voir et à éventuellement déposer des données pour qu'on commence à travailler ensemble pour le rendre encore plus opérationnel et plus facilement appréhensible. On doit encore travailler sur deux points qui sont importants. D'abord, on va avoir des DOI, donc des objets, des identifiants digitaux uniques qui vont être associés à tous les jeux de données. Donc ça, on est en train de travailler là-dessus. Et ça nous permettra de faire les liens entre une publication, par exemple, et le portail dans lequel ces données sont disponibles. Ici, le portail FR3R. On travaille aussi sur des premières visualisations de données. Et on aimerait bien avoir un retour d'expérience, parce qu'on ne peut pas faire quand même quelque chose de trop complexe, on n'a pas les moyens pour le faire, mais à chacun après de reprendre ses propres outils pour retravailler sur les données et les réanalyser en fonction des études qu'il veut conduire. On va avoir des données curées, enfin des données propres qui vont être mises à disposition, celles qui ont été obtenues en particulier dans le contexte de projets avec des associations de patients. On a aussi un
l'intérêt d'un partenaire industriel pour mettre à disposition un certain nombre des données qu'ils ont capturées chez nous, mais dont ils n'ont plus besoin. Et bien sûr, on va utiliser ce portail pour rendre accessible aux utilisateurs de l'ICS toutes les données qui sont capturées à l'ICS pour eux. Et à eux après de voir quand il faudront les rendre publiquement disponibles ou attachés à des publications. Et donc, on a besoin de vraiment commencer à informer la communauté de cette opportunité. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Merci au FC3R de nous avoir donné l'occasion de présenter cette initiative et grâce au financement que nous avons obtenu. Donc, vraiment, l'objectif à long terme, c'est vraiment d'établir ce Data Hub comme étant reconnu de manière internationale pour le partage et l'intégration des données. Et ensuite, on voudrait vraiment que ce soit pris par les équipes et réutilisé. Parce que je pense que là, on a une ressource assez unique qui, pour l'instant, comble un manque qui n'est pas disponible. Donc, bien sûr, après, il faut qu'on s'assure de la sustainabilité à long terme. On est adossé à l'infrastructure nationale, donc on va certainement le faire porter par l'infrastructure nationale pour aussi intégrer peut-être d'autres modèles animaux que les souris. Et bien sûr, ce qu'on a continué à voir, c'est les intégrations de données, l'interopérabilité, la visualisation des outils de visualisation qui permettent de faire une première approche. Et on aimerait continuer à engager la communauté autour de ce projet pour tout en respectant les principes FAIR et les 3 R. Et bien sûr, le point critique, ça va être le support qu'on va pouvoir apporter pour le nettoyage, on peut dire, des données, et leur annotation et leur contrôle qualité. Voilà. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Voilà, donc actuellement, le portail est ouvert. On est très content que ce soit enfin réalisé. Et on espère bien que vous utiliserez ce portail. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter, parce que c'est pas moi seulement dans cette équipe, c'est Nathanaël Debanne qui a fait tout le codage et le déploiement de SICAN. C'est Amine Méziane qui est en ligne, je crois, pour tout ce qui est métadonnées, définition de métadonnées et gestion des données. Benoît, qui a aussi une très grande connaissance dans le phénotypage souris et qui nous a aidé à définir ce qu'on avait à concevoir avec cette plateforme SICAN. Et je vous remercie, vous, pour votre attention.